Bonsoir tout le monde. On est en train de lire le chat avec nos deux invités, François Gémen et Benoît Hamon. Vous voyez que pour Louis Collin, c'était les 5 minutes les plus longues de sa vie. Et sachez que pour nous aussi, car on ne s'était pas vu depuis longtemps, et ces 10 minutes d'attente nous ont permis de rattraper un peu le temps perdu. Bienvenue dans ce Twitch de campagne. On va parler aujourd'hui de la migration, de la France, terre d'accueil, terre d'écueil. Notez que nous avons travaillé très longtemps sur ce jeu de mots. Ça se voit. Rend compte un peu de... Un grand succès. Voilà, des différentes questions qui se posent en ce moment en France sur le sujet. On se rend compte que grâce à, avec l'actualité ukrainienne, etc., tout d'un coup, certains se mettent à trouver qu'il faut accueillir des migrants, que c'est très important. Ce n'était pas forcément le cas quand on parlait des Syriens, des Soudanais qui croupissent dans des tentes en ce moment à Calais, mais au moins le sujet est sur la table. Et nous avons deux invités de marque pour en parler ce soir. Il s'agit de François Gémen, qui est sociologue en sciences politiques, qui est donc chercheur, politologue en fait. Qui est politologue, qui travaille sur le sujet des migrants, des réfugiés, des exilés. Tu pourras d'ailleurs nous expliquer un peu pourquoi ces termes différents, quelle est la différence et quel terme il faut d'ailleurs employer selon toi. Et tu es président du conseil scientifique de la campagne de Yannick Jadot, donc tu es un peu un invité maison ce soir. Et voilà. Rencontrer. On en profite parce que j'aime beaucoup le titre de ce livre. On a tous un ami noir. Avec une splendide couverture. Si les propos de François vous plaisent, le livre vous plaira encore plus. Et monsieur Benoît Hamon qui n'a pas ramené son livre. Tu en as écrit des livres, je suis sûre. Mais donc Benoît Hamon, compagnon de route, n'est-ce pas, de plein de choses. On a fait une campagne présidentielle déjà ensemble. Et puis maintenant, tu es directeur général de Singa Global. Tu nous expliqueras d'ailleurs ce qu'est cette ONG pour laquelle tu travailles maintenant depuis quelques mois. Et donc, on est là ce soir ensemble. On va vraiment suivre beaucoup vos questions du chat. N'hésitez pas à en poser. Ah, il y a des gens qui sont contents que tu sois là, Benoît. C'est sympa. Donc n'hésitez pas, on va rebondir beaucoup sur ce que vous nous dites, mais peut-être je vous propose de commencer par une petite intro chacun, et François, du coup, peut-être nous reposer le contexte, et, parce que tu parles beaucoup du sujet, tu en as d'ailleurs déjà parlé dans le cadre de la campagne, donc voilà, est-ce que tu peux nous pitcher le contexte, tout ce qu'il faut savoir pour comprendre ce débat ce soir, et comment on parle de cette problématique en tant qu'écologiste, forcément, donc de manière assez spécifique sur le champ politique français. C'est une vaste question. Je dirais que globalement... Tu as 1 minute 30. Non, je rigole. Tu prends le temps que tu estimes nécessaire. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne sur 7 dans le monde est un migrant ou une migrante. Ça veut dire qu'une personne sur 7 n'habite pas à l'endroit où elle est née. Que sur, globalement, ce milliard de personnes qui habitent ailleurs que dans leur lieu de naissance, les 3/4 de ces personnes ont migré à l'intérieur de leur pays. Soyons clairs, c'est essentiellement un vocable qu'on va appliquer aux migrants dans les pays du Sud. Dans les pays du Nord, on va juste dire qu'ils ont déménagé. Et donc, tous les gens, à Paris par exemple, il n'y a qu'un tiers des Parisiens qui est né à Paris. Mais les 2/3 des autres ne vont jamais dire « j'ai migré à Paris ». Ils vont dire « je suis monté à Paris » ou « je déménage samedi prochain, est-ce que tu peux me donner un coup de main ?» Et puis il y a le quart de migrants internationaux sur lesquels généralement notre attention va se focaliser. Et parmi eux, il y a environ 10%, autour de 25-26 millions, qui sont des réfugiés, c'est-à-dire des gens qui sont forcés de quitter leur pays de résidence à cause de violences, à cause de persécutions. Évidemment, c'est le cas des Ukrainiens pour le moment, mais c'était aussi le cas des Syriens il y a quelques années, et une partie d'entre eux continuent d'ailleurs à devoir se déplacer. C'est aussi le cas des Afghans. Et donc, les réfugiés doivent bénéficier d'un régime de protection spécifique qu'on appelle l'asile, et qui est formalisé par la Convention de Genève, qui a été signée en 1951. Alors, ce qui me frappe, moi, dans le débat politique français, c'est à quel point ce débat est complètement détaché des réalités de l'immigration. Et à quel point ce débat, depuis le milieu des années 80, est complètement cadré par l'extrême droite, dans le vocabulaire, dans les questions qui sont posées, et aussi dans les termes qui sont utilisés. C'est-à-dire que des termes comme grand remplacement, évidemment, mais également des termes comme appel d'air, sont des termes qui ont été imposés dans le débat public et qui peu à peu choquent un peu les gens au début, sont relevés au début, et puis finalement finissent par s'imposer et sont utilisés par l'ensemble de la classe politique, et même parfois y compris par des gens en provenance des associations. Et donc, on est sans cesse, en tant que démocrate, de droite comme de gauche, dans une position réactive par rapport à un débat qui était largement kidnappé et capturé
par l'extrême droite. Et moi, je crois qu'il y a un vrai devoir pour la gauche de proposer un projet politique en matière d'asile et d'immigration. Parce que pourquoi est-ce que l'extrême droite s'engouffre sur ce boulevard? Parce qu'en quelque sorte, chez les autres, souvent, ces questions d'immigration d'asile constituent une forme d'impensée politique. C'est-à-dire qu'on considère ça comme une sorte d'anomalie passagère qui va se régler, soit naturellement, soit qui est un problème à gérer ou une crise à résoudre, mais il n'y a jamais véritablement une pensée structurelle sur la question de l'asile et l'immigration. C'est-à-dire qu'on reste dans une logique où on voit les migrations comme une sorte de question conjoncturelle, liée à des guerres ou liée à des famines, mais quelque chose qui va forcément disparaître à terme, et on n'a pas encore véritablement une vision structurelle de l'immigration. Et à mon avis, c'est à ça qu'il faut absolument arriver, et c'est un défi considérable pour tous les partis démocrates, et singulièrement pour la gauche. Eh ben, c'était voilà, en 2 minutes. Super introduction. Et alors Benoît, du coup, pour compléter peut-être comment la migration, ce sujet, est devenu un problème dans le débat public. On voit que tu en as parlé aussi, quelque chose qui n'est même pas de l'ordre du rationnel finalement sur le sujet. Voilà, toi qui travailles au quotidien maintenant avec des personnes exilées, pourquoi on focalise comme ça? C'est quoi le problème des Français avec la migration? Est-ce que c'est les politiques qui en ont trop parlé? Est-ce que c'est parce que les Français le pensaient que les politiques se sont mis sur ce sujet? Et toi, en tant que ex-politique, maintenant ONG sur le sujet, qu'est-ce que tu en penses? Comment on peut faire sur ce sujet pour en parler rationnellement? Bon, c'est une vaste question, mais d'abord, c'est pas qu'un mal français. Cette surreprésentation de la place des étrangers dans les sociétés d'accueil, c'est un phénomène généralisé. Il y a une enquête qui est réalisée depuis 2010 par l'Institut Ipsos, qui s'appelle Les périls de la perception, et qui interroge les Mexicains, les Français, les Russes, les Grecs, les Belges, les Américains sur le nombre d'étrangers qu'ils estiment dans leur pays. Et en moyenne, les différentes populations, les différents échantillons interrogés surestiment entre 15, 20, voire 25 points le nombre d'étrangers dans les sociétés. Donc on a une surreprésentation de la place des étrangers. C'est le cas en France, mais c'est le cas dans la plupart des pays européens. Ça, je voudrais commencer par ça. Ensuite, ce qui est indiscutable, c'est que pour nous concentrer sur les sociétés européennes, c'est que la question identitaire est devenue une question centrale dans le débat politique et le débat public, et elle s'est progressivement, insidieusement substituée à la question sociale. Or, la question identitaire et le sujet de l'identité nationale, c'est une construction politique et sociale. Le fait d'avoir un débat sur qu'est-ce qu'être un vrai ou un bon Français suppose, par exemple, qu'il y a un faux et un mauvais Français. C'est la même chose sur un vrai et un bon Chinois, c'est la même chose sur un vrai et bon Turc, un vrai et bon Belge, que sais-je encore. Et c'est ce débat-là qui, insidieusement, a colonisé l'espace public et a amené à ce que des digues, les unes après les autres, tombent dans le débat politique, au point que ont colonisé les imaginaires de bon nombre de nos concitoyens, mais aussi les imaginaires de responsables politiques, des représentations des migrations qui sont à l'opposé des faits scientifiques, des faits démographiques, des faits tels qu'ils sont analysés par les Nations Unies, la direction des populations des Nations Unies, les différents scientifiques, et je remercie la constance avec laquelle François Gémen adresse ces questions dans le débat public, mais ces représentations négatives ont colonisé les imaginaires des personnes. Alors, qui de l'œuf ou de la poule a commencé et qu'est-ce qui justifie que des responsables politiques évoquent aujourd'hui le grand remplacement comme si c'était un concept normal, au point de ne même plus être contredit par des journalistes quand ils l'évoquent, alors qu'on est là devant une théorie conspirationniste, dangereuse, raciste, qui ne repose sur absolument rien, et qui postule d'ailleurs que, outre qu'il y existerait des gens qui comploteraient contre la France et d'autres pays pour les remplacer par des populations arabo-musulmane, je fais vite, mais grossièrement c'est ça. Outre qu'il y a des gens qui croient cela, ils imaginent qu'on pourrait mettre fin aux migrations. Et c'est là où je crois que le débat qu'on peut avoir ce soir, mais qu'on doit avoir maintenant dans la durée, est important. Les migrations sont un fait et un phénomène aussi vieux que l'humanité. Et dire qu'on peut stopper les migrations est aussi absurde que de dire que la Terre est plate. C'est aussi absurde que cela. Et ça n'a absolument aucun sens. La question qui nous est posée, qui est là une question sérieuse,
est de savoir comment, face à un changement d'échelle des migrations, François Gémen évoquait qu'un quart des personnes déplacées le sont internationalement. Le reste, c'est à l'intérieur des pays, et parfois de grands pays, hein, quand c'est à l'intérieur de la Chine ou de l'Inde, c'est pas des petites distances. Mais bon, il y a une réalité des migrations, et pour ce qui est des migrations vers l'Europe, qui ne sont pas le premier flux, hein. Le premier flux de migration, François Héran fait un travail remarquable au Collège de France là-dessus, il le rappelle, c'est à l'intérieur de l'Europe, le premier mouvement de migration. Et quand il s'agit de penser aux migrations qui viennent de l'Afrique subsaharienne ou du Sud, en gros vers nous, vers l'Europe, ça n'est même pas un des 5 premiers flux migratoires. Donc on a des représentations qui sont faussées. Cela étant dit, le point le plus important, me semble-t-il, c'est que quand on additionne la question du réchauffement climatique et de ses conséquences probables, même à l'intérieur de la France ou du continent européen, sur les déplacements de population, la question des inégalités économiques, la question de la pression démographique qui peut s'exercer d'un continent vers l'autre ou à l'intérieur d'un continent, plus la remise en cause de l'intangibilité des frontières et la multitude de conflits qui peuvent naître de ce fait nouveau, il y a là une série de facteurs qui doivent nous faire anticiper un possible changement d'échelle des migrations, le fait qu'elles deviennent structurantes et qui doit nous amener à poser la seule et unique question, à mon sens, qui vaut le coup qu'on en débatte, c'est comment nos sociétés sont inclusives et quelles opportunités collectives pouvons-nous tirer de l'inclusion. Parce que là, j'aimerais qu'en tout cas on creuse cette question-là. Nous savons documenter le fait que les sociétés les plus inclusives, celles qui coopèrent le mieux, sont aussi celles qui sont à la fin les plus fortes. Donc voilà une belle discussion à ouvrir et qui, à mes yeux, correspond à ce qui sera la réalité des années à venir. Et le problème, si je peux embrayer sur ce que tu dis, c'est qu'on est toujours, c'est qu'on est dans un état d'esprit, collectivement, où on se dit qu'il faut résister aux migrations. On est toujours dans une logique de maîtrise, de flux migratoires à juguler, et donc on se dit que c'est quelque chose auquel il faut résister, ce qui est une entreprise vouée à l'échec dès le départ. Et donc certains vont proposer de fermer les frontières et de mettre des murs et des barbelés, ce qui va créer des drames abominables aux frontières de l'Union européenne. D'autres vont proposer des mesures pour essayer que les gens restent chez eux et n'entament pas un parcours de migration. Mais on n'est pas encore du tout dans une optique où on se dit comment est-ce qu'on va organiser les migrations pour essayer d'en tirer le meilleur, à la fois pour les gens qui migrent eux-mêmes, mais aussi pour les sociétés de destination et les sociétés de départ. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on n'a pas du tout investi sur des politiques d'intégration, parce qu'on a toujours considéré l'immigration comme une sorte d'anomalie politique, quelque chose qui ne devrait pas exister. On reste prisonnier d'une vision où, dans un monde idéal, les gens ne migreraient pas, alors que ça a toujours existé et que, forcément, dans un monde où les pressions à la migration sont de plus en plus fortes, qu'il s'agisse de conflits, d'inégalités économiques, de désastres liés au changement climatique, ben forcément, si on est d'un côté avec des gens qui essaient de résister aux migrations et de l'autre côté avec des gens qui ont un besoin impérieux de migrer, ben forcément on se rend compte que ça va créer des drames. Et donc toi, avec l'ONG Singa Global, c'est un sujet dont tu t'occupes en ce moment. Est-ce que tu peux nous décrire un peu quel est l'objet de cette ONG, qu'est-ce que tu y fais, pourquoi d'ailleurs tu as choisi d'aller travailler là-bas, parce que ça peut éclairer aussi la suite du débat. Je vais commencer par le pourquoi, parce que ça permet de faire le lien encore avec ce que dit François. Je trouve qu'il a tout à fait raison, et il a insisté dès le début, dès sa première intervention, sur des représentations qui sont véhiculées des migrations. Moi, je suis très frappé par le lexique qui est celui qui est associé à la question migratoire. C'est un lexique guerrier. On parle de front migratoire, on parle d'invasion, on parle de submersion, on parle de grand remplacement, et en l'espèce, les mots qu'on utilise seraient les mêmes que ceux qu'on pourrait utiliser pour justifier la mobilisation d'une nation contre un ennemi qui est un ennemi à nos portes, voire même un ennemi qui est rentré à l'intérieur du territoire. Première chose. La conséquence de cela, et qui est, à mon avis, un point qu'on a souvent, qu'on a eu l'occasion de discuter avec François, c'est qu'il y a une déshumanisation des migrations. On déshumanise les personnes en les finalement dissimulant derrière des nombres. On parle des migrants, on résume des individus à une trajectoire migratoire, quand ce moment qui est souvent une épreuve pour eux, et une épreuve où ils peuvent y risquer leur vie, outre ce qu'ils fuient et qui a pu les menacer,
cette épreuve-là finit par les résumer au point qu'on les nomme, même encore très longtemps après qu'ils se soient sédentarisés dans leur pays d'accueil, des migrants. Et je crois que la première responsabilité que nous avons, nous, c'est de réhumaniser la question migratoire et le fait qu'on ne peut pas résumer une personne à sa trajectoire migratoire. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une différenciation implicite, voire même explicite, qui s'est là encore inscrite dans le débat public. On différencie le réfugié, qui serait la bonne personne qui, elle, quitterait son pays pour de bonnes raisons, des violences, l'oppression. Validé. Voilà, validé, mais encore. En réalité, on voit qu'il y a différents statuts de réfugiés maintenant, puisque il y a la protection temporaire, on en reparlera. Et puis il y aurait le, entre guillemets, migrant. Et qui, lui, aurait quitté son pays pour des raisons économiques, viendrait y chercher du travail et serait là, évidemment, une personne jugée moralement moins acceptable. Et qu'on pourrait, et pour laquelle la question du débat, ou le débat public se résume à quelle vitesse et dans quelle proportion l'expulse-t-on de notre territoire. Nous parlons chez Singa de nouveaux arrivants. C'est-à-dire nous essayons de trouver une formule qui soit englobante et qui pose la question de l'accueil et de l'inclusion des nouveaux arrivants. C'est ça la tâche qui est celle de l'ONG Singa, qui est présente en Europe, dans 6 pays en Europe, 7, 8 bientôt là parce que nous nous développons, aussi en Amérique du Nord, et qui considère aujourd'hui qu'une des tâches essentielles de nos sociétés, mais qui doit être celle des ONG, mais des pouvoirs publics, c'est de permettre à ces nouveaux arrivants de se reconstituer le capital social qu'ils ont laissé derrière eux. Quand on quitte un pays, on y quitte une histoire, une famille, des biens matériels, mais on y laisse aussi le réseau, les amis, le capital social qu'on avait. Et c'est ce capital social que nous voulons reconstituer en nouant ou en créant des liens entre ces nouveaux arrivants et des citoyens des territoires dans lesquels nous sommes présents, pour que de ces liens naissent des amitiés, mais aussi des opportunités, des possibilités d'emploi, de création d'entreprises, d'amitiés sportives ou culturelles, que sais-je encore. Mais c'est, je crois, important quand on sait, c'est une statistique qu'on utilise, qu'en France, par exemple, pour ce qui est de ces nouveaux arrivants, 12% seulement d'entre eux disent avoir parlé avec un Français qui n'était pas payé pour parler avec eux. C'est peu, c'est un peu plus d'un nouvel arrivant sur 10. C'est ça qui manque aujourd'hui. C'est ça qui fait que nous ne sommes pas aujourd'hui une société inclusive, quelles que soient nos professions de foi universalistes, généreuses et attachées aux droits de l'homme et du citoyen. Voilà. Cette question de la déshumanisation est vraiment essentielle parce que on a, depuis 2014, plus de 25 000 personnes qui sont mortes noyées en Méditerranée, aux abords des Canaries ou dans la Manche, c'est-à-dire des personnes qui sont mortes en cherchant l'Europe. Et on a aujourd'hui des politiques qui traitent volontiers les gens quasiment comme des animaux, qui les mettent dans des camps à Calais ou sur des îles grecques, etc. Et qu'est-ce qui fait que nous acceptons en tant que citoyens que ces politiques soient menées quand même en notre nom globalement? C'est le fait que nous en arrivons à ne plus voir ces personnes comme appartenant au même genre humain que nous. Comme si quelque part, le fait qu'elles soient nées de l'autre côté de la Méditerranée faisait que nous les considérions comme des gens vis-à-vis desquels nous n'avons aucune responsabilité. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très très profondément ancré en nous, c'est cette idée que désormais les frontières, et notamment les frontières du continent, vont constituer une sorte de marqueur d'identité collective, c'est-à-dire vont définir le groupe vis-à-vis duquel nous nous sentons solidaires et vis-à-vis duquel nous nous sentons avoir des responsabilités. Et que pour ceux qui viennent d'une autre région, qui sont nés en particulier de l'autre côté de la Méditerranée, nous considérons finalement qu'ils sont tellement différents de nous que nous n'avons plus de responsabilité vis-à-vis d'eux. Et c'est ça qui fait que nous acceptons tacitement à notre corps défendant des politiques qui font autant de morts et autant de drames. Alors, en tant qu'écologiste, nous, on est l'étape d'après, c'est-à-dire que nous, on parle quasiment du vivant. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire cette personne, est-ce qu'elle est de mon pays ou pas, mais on se sent appartenir à la communauté du vivant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est fort chez nous et qui fait que sur les valeurs, on est très ferme. Moi, je suis très choquée dans le débat actuel, mais y compris dans la politique menée par ce gouvernement, de voir ce qui est fait à Calais.
la police française qui lacère des tentes pendant les trêves hivernales, des humanitaires qui nous disent larmes aux yeux qu'ils ont bossé dans plein de pays en guerre et qu'ils n'ont jamais connu les difficultés qu'ils vivent à Calais, avec la police qui les harcèle, qui prennent les médicaments des exilés, qui vont lacérer, y compris les bidons d'eau qu'eux installent, enfin bref, un cauchemar. Donc il y a ce truc qui est très dur. Et puis dans le débat public, moi je suis très choquée dans cette campagne. Alors là, avec l'Ukraine, tout d'un coup, on parle des migrants ukrainiens, mais j'étais très choquée de voir que, y compris à gauche, c'est un sujet dont Calais qui est quasiment tabou. À part Yannick Jadot qui est venu, qu'on avait accompagné à Calais, moi ça m'a rendu extrêmement fière déjà qu'il y aille, et de voir, enfin Calais c'est un endroit où on ne triche pas, où on ne ment pas. C'est-à-dire qu'on voit les gens, ils sont là, ils arrivent sur la plage. Je me rappelle qu'Yannick m'a dit, mais qu'est-ce qu'on voit là au loin? Je dis, c'est l'Angleterre. Et j'ai vu, enfin voilà, quand on arrive là, on prend conscience du truc de, bah oui, on vient de voir ce qu'ils vivent. On est sur la plage depuis 10 minutes, on a déjà complètement trempé et on est transit froid. Et c'est sûr, quand on voit l'Angleterre qui est si proche, c'est 33 km, mais quand on regarde, on a l'impression que c'est en face. Tout d'un coup, les gens comprennent, on le voit dans leurs yeux. Ils comprennent ou ils comprennent pas, et ils comprendront jamais. Et lui, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font les autres à gauche? Parce que des candidats à gauche, à l'époque, quand on y est allé en novembre ou début décembre, il n'en manquait pas. Par contre, sur ce sujet-là, on n'entendait personne. C'est un problème. De quoi ont-ils peur? C'est quelque chose qu'on cherche à invisibiliser, qu'on cherche à rendre complètement invisible, comme si le problème allait disparaître quand on n'en parle pas ou quand il n'y a plus d'image. Et c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement généralement essaie d'interdire aux journalistes de filmer, pour pas qu'il y ait d'image de ce qui reste quelque part une sorte de honte nationale. Moi, je vais faire deux commentaires. Un commentaire d'abord un peu politique sur... je vais m'y risquer, mais je crois que c'est une grave erreur de croire que la question des migrations et de ce rapport aux étrangers est une question sur laquelle il n'y aurait que des coups électoraux à prendre. Il y a quand même, avec une belle constance, entre un tiers et 40% des Français qui se disent favorables à des sociétés ouvertes, qui considèrent que l'immigration est une chance, et qui le disent avec constance, et qui attendent, me semble-t-il, de la part de dirigeants politiques, et pas simplement de responsables d'ONG, d'universitaires, de personnes qui sont dépositaires d'une forme d'autorité académique sur ces questions, qui attendent de responsables politiques qu'ils adressent ces questions-là dans le débat public, et qu'ils les adressent avec les mots qui sont les leurs et les convictions qui sont les leurs. Considérons-nous, oui ou non, que un certain nombre des principes sur la liberté de circulation, le droit à pouvoir justement changer de pays quand on considère que il n'y a que la pauvreté ou voire même la violence et le risque de perdre sa vie qui vous place de force sur le chemin de l'exil, ces questions-là sont-elles des questions fondamentales qui supposent que nous réfléchissions, nous, à la question de l'inclusion, ou appelez-la intégration comme vous voulez, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles nous organisons pour que sur l'apprentissage de la langue, sur l'accès à l'emploi, le permis donc de travailler, l'accès au logement, l'accès à la santé, nous créons les conditions d'un lien qui se tisse entre des individus qui vont s'enrichir mutuellement et fabriquer les sociétés à venir. C'est la première remarque que je voulais faire, mais je pense qu'il faut affirmer ça avec beaucoup de force. La deuxième remarque sur cette question des migrations en général, c'est que ne soyons pas seulement dans finalement le rappel des faits. Parce que c'est vrai, les faits, quand on les pose, ils parlent, ils tonnent même pour dire que c'est une aberration que de considérer aujourd'hui d'abord l'immigration comme responsable des problèmes que nous avons, et deux, qu'elle serait le facteur par lequel on déstabiliserait toutes les sociétés. Ces faits parlent, on est capable de les adresser. Il faut qu'à côté de ces faits, on construise le récit des sociétés ouvertes et des sociétés coopératives, des sociétés inclusives. Et c'est ce récit-là qu'il faut fabriquer collectivement et qui, sans doute, aujourd'hui manque un peu dans le débat public. Pourquoi? Parce que c'est vrai, tu l'as dit, François, on est une forme de... les mots, quand ils sont associés aux migrations, on est toujours on est sur la défensive, quoi. Pour ceux qui défendraient l'identité nationale, en tout cas l'idée qu'ils s'en font de l'identité nationale, et pour ceux qui défendent les sociétés ouvertes, qui ont peur d'aller trop loin ou de dire une bêtise quand ils parlent de ces questions-là. Donc il y a sans doute à faire et à mener une bataille culturelle que factuellement aujourd'hui l'extrême droite a probablement provisoirement
gagné, en tout cas la bataille, mais pas la guerre. Non, voilà, c'est ça. C'est il y a indiscutablement un poids de leurs arguments dans le débat public qui est très fort, et qu'à voir les médias. Mais c'est pas du tout une guerre perdue, au contraire. Mais il faut éviter la lâcheté, du coup. C'est ça que tu dis, faut éviter la lâcheté à gauche. Bien sûr. Oui, et puis même, je veux dire, s'il faut regarder, moi j'affirme qu'il y a, et c'est pas sale de le dire, il y a aussi si on est candidat à des élections dans une démocratie, qu'on veut gagner des suffrages à soi autour d'un projet, il y a des centaines de milliers de citoyens français qui attendent un grand discours sur les sociétés ouvertes. Est-ce que peut-être une société ouverte, coopérative et inclusive, et qui voteront pour cela. Moi, je suis toujours frappé, quand je vais en France, quand je suis invité par des associations, quand je vais faire des conférences, de voir à quel point la France est en fait beaucoup plus solidaire et beaucoup plus accueillante que l'image qui en est projetée sur les plateaux de télé ou sur les plateaux de radio par des éditorialistes ou par des politiques, comme si les gens fantasmaient une France raciste et xénophobe, qu'en fait, elle n'est pas tant que ça. Il y a aussi plein de gens qui sont en attente de cette société ouverte. Oui, alors, sauf que quand tu regardes les sondages à la présidentielle, tu cumules les voix de Zemmour, de Le Pen, de Pécresse, t'es quand même vaguement inquiet sur l'envie de société ouverte des Français. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas non plus confondre, je crois, les gens qui sont inquiets et tracassés par les questions de migration, notamment parce que l'image qui est renvoyée dans les médias de la migration est toujours une image qui fait appel aux émotions, c'est-à-dire qu'on voit toujours des gens dans des situations de grande détresse, dans des camps ou sur des bateaux, qu'on voit toujours des gens massés aux frontières, et donc forcément ça crée un sentiment d'anxiété chez les gens. On ne voit jamais des étrangers dans des situations normales, en train d'emmener leurs enfants à l'école, ou en train de cuisiner des pâtes chez eux, parce que ce n'est pas l'actualité, et que la réalité c'est que la toute grande majorité des étrangers en France vivent une vie absolument banale, si j'ose dire, la vie de monsieur tout le monde. Alors je vais dans votre sens, dans le sens où on voit souvent dans la presse quotidienne régionale des mobilisations parce que par exemple un enfant, enfin sa famille, et donc un enfant va être expulsé et que là l'association des parents d'élèves va se mobiliser, ou parce qu'il y avait l'histoire à Besançon de l'apprenti boulanger où tous les riverains ils viennent acheter leur pain et tout d'un coup on dit mais pourquoi il doit partir, mais c'est lui qui fait notre pain depuis un an, nous on veut qu'il reste. Et donc on a l'impression que les gens quand ils ont vu le truc dans les yeux, là il y a un truc qui se passe où l'humain reprend. Ce qu'on disait sur la déshumanisation, le problème c'est qu'on en parle toujours au pluriel, les migrants, les réfugiés, les sans-papiers, les immigrés, comme si c'était une sorte de masse informe et comme si finalement c'était hostile, et comme si c'était plus des gens. Mais dès l'instant où quelque part cette personne va avoir un nom et un visage, où ça va être le gamin qui va être expulsé, ou l'apprenti boulanger dont le permis de séjour arrive à terme, mais les gens se mobilisent parce qu'ils peuvent s'identifier à une personne qu'ils connaissent. Et je crois que le grand défi aussi pour l'écologie politique, c'est de parvenir à parler de la migration au singulier et de reconnaître que derrière leur qualité d'étranger ou d'immigré, qui finalement est juste une situation administrative, il y a des gens qui ont une identité qui n'est pas définie par la migration. Il y a une chose que je voulais dire aussi, c'est que la crise ukrainienne vient de mettre l'Union européenne dans la situation d'activer une directive, qui est la directive de 2001, et d'accorder automatiquement la protection temporaire à ceux qui viennent d'Ukraine. Heureusement, ceux qui viennent d'Ukraine, et pas seulement les Ukrainiens venus d'Ukraine, mais celles et ceux qui fuient la guerre là-bas. Il y a incontestablement aussi une mobilisation citoyenne, et nous on le perçoit. On a eu une multiplication chez Singa dans notre dispositif qui s'appelle Calme en Belgique, à Bruxelles, et J'accueille en France, j'accueille.fr. Il y a des propositions d'hébergement citoyen de longue durée. On a eu une incroyable mobilisation. On a x100 en termes d'inscription sur notre site. Donc il y a incontestablement une sensibilité à ce qui se passe. Je crois que c'est à la fois un tournant, parce que ça révèle ce que nous avons à la fois de généreux et de confiant dans l'autre, cette mobilisation, parce que c'est un acte de confiance dans ceux qui viennent de loin et qui fuient les guerres, et ça doit nous amener à dire et à porter à la fois ou comme responsable politique inscrit dans le débat public, ou comme citoyen, ou comme ONG, qu'il est indispensable que désormais ce principe de la protection temporaire ne soit pas réservé à des personnes réfugiées victimes de guerre sur le continent européen, parce que les bombes qui écrasent les vies
à Kiev ou partout en Ukraine les écrasent avec la même violence, à Alep, auparavant en Afghanistan, au Soudan ou en Érythrée. Et il faut que, et moi je le dis, nous c'est un de nos combats, que en termes de plaidoyer collectif, la mobilisation soit maintenue pour dire bravo pour avoir posé cet acte-là et avoir activé cette directive de 2001, mais pas de discrimination. Il n'y a pas les bons et les mauvais réfugiés. Il n'y a pas les bonnes et les mauvaises victimes de guerre. Quand on fuit la guerre et que sa vie est menacée, ne commençons pas à trier comme cela. Et au contraire, il y a une belle réaction de l'Union européenne, que cette réaction s'étende à d'autres conflits. Ce qui est impressionnant, c'est de voir, avec les réfugiés ukrainiens, à quel point on peut y arriver, à quel point c'est possible. Aujourd'hui, on est le 15 mars, on a dépassé les 2 800 000 réfugiés ukrainiens. C'est énorme, c'est plus du double que le nombre de réfugiés syriens qui sont arrivés en Europe en l'espace de 2 ans, entre 2004 et 2016. La Pologne, aujourd'hui, a accueilli davantage de réfugiés ukrainiens que l'Allemagne n'a accueilli de réfugiés syriens. L'Europe se prépare à accueillir jusqu'à 5 millions de réfugiés ukrainiens, avec cette application de la directive de protection temporaire, à l'unanimité. C'est la première fois qu'une décision en matière d'asile et d'immigration est prise à l'unanimité depuis très longtemps. On voit une mobilisation sans précédent des gouvernements, y compris des gouvernements en Europe centrale et orientale, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie. On voit une mobilisation des gens qui s'inscrivent sur les plateformes d'accueil. Et donc ça veut dire que c'est possible en réalité. Et qu'au moment de la crise syrienne, quand on disait l'Europe est débordée, l'Europe va éclater, on n'a plus les moyens, la Grande-Bretagne qui sort de l'Europe parce qu'elle a peur d'être touchée à son tour par ce qu'on appelait la crise migratoire. En fait, tout ça, c'est une crise que nous avons fabriquée nous-mêmes. Si on veut s'en donner les moyens, on est parfaitement capable de le faire. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on s'en donne les moyens pour les réfugiés ukrainiens? Et tant mieux, et c'est évidemment le moins qu'on puisse faire à leur égard. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait auparavant et pourquoi est-ce qu'on ne le fera sans doute pas pour d'autres? Alors c'est justement une question qui est dans le chat. Donc je rebondis parce que on a eu des blagues d'abord sur pourquoi il y avait beaucoup de Belges en France et notamment sur France Inter. C'est ça l'immigration. C'est ça l'immigration. On prend le meilleur de la Belgique. Et bon, il y a eu beaucoup de gens qui sont très très contents de te voir, Benoît. Beaucoup de gens sont très 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 contents de te voir. Tu as un fan club dans le chat. Et donc après, en fait, vous posez peu de questions. Moi, je vois, il y a le professeur Wannabe et je ne trouve plus son prénom, et Foulk qui débattent entre eux. En fait, il y a peu de questions. Mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, est-ce qu'on pourra parler ce soir de cette histoire d'immigration qualitative? C'est une sortie de quelqu'un de droite, comme par hasard, qui a beaucoup choqué les gens. Mais en fait, c'est en creux ce qu'on est en train de sous-tendre depuis tout à l'heure. C'est que c'est l'Ukraine. Alors peut-être parce que c'est en Europe, peut-être parce que c'est les images en ce moment à la télé tous les jours, mais c'était aussi le cas pour la Syrie, finalement. Qu'est-ce qui fait que là, tout d'un coup, sur l'Ukraine, partout, les gens vont faire des dons? D'ailleurs, ce serait intéressant maintenant que tu nous dises aussi qu'est-ce qu'on peut faire concrètement via ton ONG ou d'autres. Qu'est-ce que tu nous recommandes de faire si on a envie de faire? Mais voilà, il se passe quelque chose autour de l'Ukraine où on voit que tout d'un coup, ce qui était impossible la veille devient possible. Mais tout comme le fait d'arrêter ce projet de pipeline de gaz à travers l'Europe, tout comme tout d'un coup, on dit que le nucléaire, ah bah oui, c'est vrai que les centrales, elles sont peut-être pas si sûres que ça s'il y a une guerre. Enfin, il y a plein de questions qui étaient extrêmement complexes il y a 3 semaines et qui tout d'un coup sont évidentes pour tout le monde, dont l'accueil inconditionnel des personnes qui fuient la guerre. Tu veux que je commence? Bon, d'abord, ce qui est très important de dire, c'est que quand il y a eu des déclarations, les Ukrainiens, c'est pas pareil, ils sont mieux ou meilleurs que les Soudanais, les Érythréens, les Afghans ou les Syriens. Assez vite, quand même, il y a eu aussi, c'est la preuve que nos sociétés, quand même, ont encore des fondations solides. Beaucoup ont dit, attendez, on n'est pas là pour trier. Et ceux qui veulent trier rajoutent une forme de morale assez inqualifiable et assez nauséabonde à une situation qui est déjà assez tragique. Si c'est pour dire ça, autant se taire. Sauf que pour l'instant, Marlène Schiappa et Gérald Darmanin ne font pas lacérer les tentes des Ukrainiens. Alors après, il y a une différence objective. Il y a plusieurs choses. Il y a la question, j'évoquais, de la façon dont on se comporte à l'égard de tous les demandeurs d'asile. Est-ce qu'ils comptent tous ou pas? S'ils comptent tous, indiscutablement, la mobilisation qui est celle des pouvoirs publics, des autorités publiques, des ONG pour l'accueil des Ukrainiens, elle doit être identique à l'égard de ceux qui sont ici, voient la France comme un pays de transit, parlons-en, parce qu'en plus ils veulent même pas y rester, et qui sont l'objet aujourd'hui d'un véritable harcèlement au mépris des droits humains les plus fondamentaux. Donc cette cohérence-là,
il faut que le gouvernement français la trouve. Et il ne l'a pas trouvée entre ce qui se passe à Calais et les messages sur la question des réfugiés venus d'Ukraine. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que aucune ONG, elle n'a dans son éthique l'idée qu'il faudrait réserver le bénéfice de la générosité des citoyens français aux Ukrainiens. Vous verrez, moi j'étais dans une réunion il y a encore juste avant, quelques minutes, il y avait le Secours catholique, Emmaüs, la FAS, tous les grands acteurs de la solidarité, de la générosité dans ce pays. On est évidemment tous en première ligne pour faire face aux besoins qui sont les besoins de tous les réfugiés, quels que soient et des nouveaux arrivants qui ne sont pas réfugiés, mais là pour des raisons économiques, et on ne trie pas. Le Secours catholique, c'est les seuls qui ont un centre d'accueil de jour, de toute façon, à Calais, qui travaillent. Non, mais je veux dire, on ne trie pas, et personne ne trie, et c'est bien aujourd'hui que c'est pas les assos le problème, ça, il n'y a pas de voilà, et qu'en l'occurrence, l'exemple vient de là, me semble-t-il, et qu'il faut qu'on sache s'en inspirer en matière de politique publique. C'est pour ça que, moi, je veux essayer d'être positif, puisqu'il y a eu cette activation de la directive de 2001. Servons-nous de cette activation comme un point d'appui pour demander au gouvernement dont les actes ne sont pas en cohérence avec ce qu'ils font aujourd'hui, où les actes passés ne sont pas en cohérence, qu'ils mettent justement ces actes en cohérence désormais. Ça me semble être le minimum qu'on est en droit d'attendre des gouvernements européens sur ces questions. François ? Cette guerre en Ukraine fait très clairement bouger plusieurs lignes. Et je pense aussi dans l'esprit du public, parce que c'est une guerre qui évidemment est directement proche de nous sur le sol européen, et que donc pour les gens, il est aussi beaucoup plus facile de se projeter à la place des Ukrainiens, y compris parce que, au risque d'employer une expression un peu triviale, cette guerre est plus facile à comprendre. Il y a clairement un agresseur et un agressé par rapport à d'autres conflits où il y a des protagonistes multiples, parfois des guerres civiles, etc., et qui sont plus difficiles à comprendre dans leur schéma. Et donc les gens vont avoir tendance naturellement à se projeter sur les Ukrainiens, et les Ukrainiens vont apparaître comme des voisins, comme des Européens, et donc on va avoir une tendance naturelle à vouloir protéger davantage ceux dans lesquels on se reconnaît comme proches. Et effectivement, par rapport aux autres, quand on se demande pourquoi est-ce qu'on ne les a pas protégés de la même manière, bien sans doute parce qu'on les a identifiés comme étant profondément différents de nous. Et c'est là, à mon sens, où il faut absolument revenir avec des valeurs universalistes au sens propre du terme, c'est-à-dire à considérer que nous faisons tous partie du genre humain et que donc nous avons une responsabilité vis-à-vis d'une part de tous les humains et d'autre part, on peut l'élargir évidemment aux vivants, mais je crois que ça va faire bouger certaines lignes. Et donc ça va montrer aussi aux gens qu'il est possible de le faire, et je pense qu'il faut pouvoir s'appuyer aussi sur cette directive de protection temporaire ou sur d'autres mécanismes qu'on a mis en place en disant, vous voyez, il est possible de le faire, il est possible d'avoir une réponse européenne à la hauteur de la situation, et peut-être qu'à terme, effectivement, si on veut voir le verre à moitié plein et si on veut être optimiste, peut-être effectivement que ça va permettre d'avancer dans la voie d'une vraie politique européenne commune en matière d'asile et d'immigration. Alors, je vois qu'il y a la polémique sur le chat. On prend vos questions, hein, c'est celles que vous vous posez, donc elles sont forcément légitimes. Et il y a des gens qui disent, oui, mais si, pour l'instant, ce qui se passe, est-ce que c'est pas les plus fortunés, les plus aisés qui arrivent à partir en premier? C'est une question que beaucoup se posent. Donc, d'ailleurs, les premiers, ils n'ont absolument pas besoin de nous, parce qu'en général, les premiers qui arrivent, ils ont ou de la famille, ou des connaissances dans la diaspora, ou dans la société française, espagnole, que sais-je encore, ou allemande. Et en fait, il n'y a pas de besoin immédiat, ni d'hébergement, ni souvent, il y a avec le potentiel économique qui est le leur, ni de quoi que ce soit au départ. Mais maintenant, ce dont on parle, aussi, tant pour les Ukrainiens, les personnes venues d'Ukraine, que pour les autres populations qui viennent et qui demandent asile en France, on est face à des gens qui, même s'ils ont connu une situation qui était une situation parfois dans leur pays d'aisance économique, ne l'est plus, où ils ont laissé derrière eux beaucoup, et je le redis, même si certains d'entre eux avaient été par exemple chefs d'entreprise, ce qu'on laisse derrière soi est beaucoup plus considérable que ce qu'on apporte dans ses poches ou dans sa valise. Donc il y a des traumatismes liés à la guerre, il y a bien sûr des différences malgré tout, je veux dire, la Syrie c'était une guerre civile, j'ai entendu une candidate d'extrême droite dire la Syrie c'était des hommes et la plupart d'entre eux n'étaient pas éligibles à l'asile. C'est pas vrai. Je veux dire, près de 3/4 des demandes d'asile des Syriens ont été acceptées par l'OFPRA, et de surcroît on avait presque 4
Syriens sur 10 qui étaient des Syriennes en fait. Et moi, là encore, dans les images qu'on véhicule sur les migrations, on voit souvent des hommes jeunes qui sont massés derrière des grilles, comme là encore, une des images de l'hostilité ou de la menace qui pèserait sur nous. Dont acte, il n'y a pas que des anges parmi celles et ceux qui viennent sur le territoire français, mais par exemple, chez Singa, où nous incubons des projets entrepreneuriaux de gens qui avaient toujours eu l'envie de faire une entreprise dans leur pays auparavant comme ici maintenant, mais d'autres qui, parce qu'ils ont été confrontés au déclassement, à la difficulté de trouver un emploi, choisissent de créer leur propre emploi pour créer une entreprise. Cela, une personne sur deux, un entrepreneur sur deux est une entrepreneur. C'est-à-dire que c'est une femme. Là, contrairement à tous les stéréotypes qu'on peut véhiculer, et moi, j'affirme que les bénéfices qu'on tire de l'interculturalité, certaines entreprises ont commencé à le comprendre, certaines sociétés aussi. Il n'y a pas de hasard à ce que 43% des entreprises dites de tech en Allemagne soient créées par des personnes qui ont connu la migration. Parce qu'on y développe des aptitudes, des capacités de résistance, d'innovation qui sont assez fortes. Et le choix de l'inclusivité est aussi un choix qui peut être gagnant du point de vue de la cohésion sociale et de la prospérité, alors économique au sens une prospérité évidemment tout en sobriété, ma chère Marine. Parfait. Ce qui est certain, c'est qu'en termes de défis logistiques pour les pays européens, plus on va quelque part avancer dans les flux de réfugiés, plus il va y avoir un défi logistique, parce que vont arriver des gens qui n'ont pas de connaissances, pas de famille à l'étranger, des gens qui sont plus démunis et sans moyens, donc il va falloir assister. Et puis évidemment, les plus vulnérables de tous, ce sont ceux qui vont rester coincés en Ukraine et qui vont être déplacés dans leur propre pays. Pareil en Syrie, les 2/3 des déplacés syriens, ils sont toujours coincés à l'intérieur de la Syrie. Et il y a aussi peut-être le fait que je ne sais pas si j'utilise les bons mots, sûrement pas d'ailleurs, mais il y a peut-être une saturation à un moment. Enfin là, des familles qui disent dans la ville, moi je peux accueillir. Ah, bien sûr. Il y a un moment où c'est et puis accueillir pendant combien de temps? Accueillir pendant 10 jours, 15 jours certainement, mais accueillir pendant 1 an, 2 ans, c'est une autre affaire évidemment. Oui, prêter un canapé quelques jours, c'est une chose, mais quand on parle d'hébergement citoyen, en l'occurrence chez Singa, le programme J'accueille ou Calme, c'est des colocations longues, 3 mois minimum, jusqu'à 1 an, et où là on met à disposition une pièce qui ferme, qui ferme pour qu'il y ait un minimum d'intimité et de possibilité pour la personne de se reconstruire. Donc c'est pas, donc on est sur des programmes exigeants qui supposent pour l'héberger comme l'hébergeur d'être formé à cette cohabitation-là. Mais bon, tout ça, ça marche, et ça marche même très très bien. Et cela étant dit, c'est pas le seul hébergement citoyen qui va répondre à la question. Évidemment, et ça peut être aussi une solution transitoire. L'accueil des personnes venues d'Ukraine. Alors, une des questions qu'on se pose aussi, moi par exemple j'ai un copain, on était en formation des élus écologistes hier à Strasbourg, il y a un copain de Valenciennes qui a pris son Kangoo, c'est pas un Kangoo d'ailleurs, mais enfin bref, il a trouvé une camionnette, il est parti avec tout ce que ses voisins ont donné directement à la frontière polonaise, et il a été toqué un peu au port des CCAS en disant vous pouvez en accueillir combien, il a trouvé 7 solutions d'accueil, il a ramené cette personne de la frontière polonaise. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut mieux passer... les gens qui veulent se rendre utiles, qui ont du temps pour faire des collectes, qui ont la motivation, vous connaissez les écolos, ils sont quand même fantastiques, le cœur sur la main, et très motivés et déterminés. C'est quoi la meilleure manière de se rendre utile dans la séquence? Voilà, bon, bravo, hein, mais moi, il y a plein pas de que gens lui, qui je le parle font. de Christophe, il y a Zélie, on a plein de copains autour de nous qui font ça. Après, il va y avoir, pour des gens qui ont connu la guerre, des traumatismes auxquels il faut pouvoir répondre. Il y a aussi des gens dont c'est le métier, les travailleurs sociaux, qui doivent accompagner en matière administrative, d'insertion sociale, d'apprentissage de la langue, ces personnes qui arrivent. Donc, plus on inscrit ces personnes dans un parcours qui est un parcours d'inclusion, mieux c'est, me semble-t-il. Et le tissu associatif français est formidable. Il faut saluer le travail des gens d'Emmaüs, de France Terre d'Asile, du Secours catholique, du Secours Pop, de toutes les grandes organisations qui font, au-delà du travail humanitaire d'urgence, un boulot remarquable sur le terrain pour pouvoir permettre cette inclusion. Donc, moi, je me réjouis, bravo à ceux qui font cela. Il faut néanmoins faire en sorte que ces personnes puissent assez rapidement intégrer un parcours qui puisse être un parcours inclusif, avec un accompagnement sur le plan de la santé, sur le plan social. Alors, l'avantage, c'est que
comme ils bénéficieront tous de la protection temporaire, ils auront très vite le droit de travailler. Ça, c'est une bonne chose, ce qui n'est pas le cas de bon nombre de ceux qui ont rejoint le territoire français, qui ne sont pas ukrainiens. Donc ça, c'est positif. Mais voilà, moi, j'encourage à ce que les uns et les autres, va falloir aider à apprendre le français, ça peut être très utile. Il y a des entreprises aujourd'hui qui proposent des formations pour des techniciens dans des secteurs en pénurie de main-d'œuvre pour faciliter l'intégration sur le marché du travail de travailleurs venus d'Ukraine ou d'ailleurs. Ça, c'est aussi très utile. Donc, il y a plein de manières de se mobiliser, outre le fait de proposer une chambre ou un canapé. Quand on a une chambre ou un canapé, parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien proposer quelque chose, mais qui n'ont absolument pas les moyens d'héberger qui que ce soit. Et du coup, c'est quoi les besoins les plus criants? Qu'est-ce qui manque vraiment aujourd'hui? Est-ce que c'est les gens qui sont coincés en Pologne parce que les trains et les moyens de transport sont saturés? Est-ce que c'est de la nourriture? Est-ce que c'est des médicaments envoyés sur place ou à la frontière? Est-ce que c'est des lits, des chambres disponibles? Est-ce que c'est des dons alimentaires, y compris pour les enfants qui arrivent, qui n'ont pas de jouets, pas de vêtements? Écoute, moi, je pense que là-dessus, il y a des grandes plateformes qui organisent et coordonnent l'action humanitaire et l'action d'urgence, qui le font avec une expérience qui est une expérience indiscutable. Il y a évidemment les gros acteurs type HCR, Croix-Rouge, mais aussi les Norwegian Refugee Council, Danish Refugee Council, qui sont à la frontière, qui coordonnent tout ça. Eux, ça va analyser les besoins, y répondre, mobilise le tissu des ONG. Bon, tout ça se fait. Alors, je sais pas si. Il faut mieux donner de l'argent à ces gens qui savent quoi en faire plutôt que d'envoyer une couverture qui va, où en fait ça. C'est difficile à dire. Je ne veux pas dire qu'elle est pas utile, la couverture. Si ça se trouve, elle le sera. Mais non, mais autant donner, par exemple, si on a 100 euros, autant les donner directement que d'acheter des choses et les envoyer. Auprès de ces gros acteurs qui, eux, sont intégrés à des écosystèmes d'ONG, se connaissent et se parlent, et savent analyser les besoins. Donc, si vous vous adressez au Secours catholique, au Secours populaire, à la Fédération protestante, tous ces gens-là, ou que sais-je encore, ils vous donneront les indications. Ce que je pense qui va être le défi auquel nous sommes confrontés, c'est le moment où les lumières vont commencer à se tamiser, on va toujours dire. Pareil. Qui va être où nous serons là mis au défi de l'inclusion et de la réussite de l'inclusion pour ceux pour qui l'exil provisoire sera devenu une émigration durable dans ce nouveau pays qu'ils n'avaient pas forcément choisi comme le pays qui allait être celui de leur vie et qui va le devenir. Et c'est sur cette tâche-là que nous, en tout cas, comme organisation Singa, qui est une organisation vraiment en aval des migrations, on est mobilisé, et où là, on aura besoin à la fois de la mobilisation d'acteurs privés, classiques, des entreprises, des acteurs publics, des citoyens, parce que c'est là qu'on tisse les liens les plus importants. Alors, tout ce qui est fait là aujourd'hui est essentiel, mais quand... le challenge, c'est la durée. Voilà. Dans la durée, oui, il y a un vrai enjeu à ce qu'on puisse conserver un niveau correct de mobilisation et d'investissement des acteurs publics et privés. C'est vrai qu'on a du mal à savoir d'ailleurs quel est l'avenir de ce conflit et combien de temps ça dure. Est-ce que les gens... comment ça se termine? Est-ce que les gens vont retourner à terme ou vont rester dans les pays? Y compris pour les gens eux-mêmes, évidemment, pour ceux qui sont arrivés, qui ne savent pas combien de temps ils vont rester. Est-ce que ça vaut la peine, quelque part, de se réinstaller, de redémarrer une nouvelle vie en France, en Pologne, en Allemagne. Qui ont laissé souvent plus le papa de la famille, le grand-père là-bas. Bien sûr, et donc ça va être ce moment qui va être très très difficile, aussi, y compris une fois que l'élan de générosité initiale sera passé et qu'il y aura une certaine, j'aime pas employer ce terme, mais une certaine fatigue aussi dans l'opinion. Oui, et puis potentiellement déception de la part de ceux qui vont arriver et vont découvrir que ce qu'ils avaient imaginé être une terre hospitalière, au jour le jour, n'est peut-être pas tout autant qu'ils l'avaient cru. Donc c'est pas ce qui est devant nous, ce sont des traumatismes, des déceptions, des chagrins, des joies aussi, parce que l'interculturalité, le lien qui va se nouer entre des centaines de milliers d'Ukrainiens et de Français va produire des moments de solidarité et d'harmonie. De la compréhension humaine. Voilà, d'échanges forts. Mais voilà, la question c'est de cette crise, quelle leçon tire-t-on pour demain face à d'autres crises des réfugiés qui interviendront de toute façon, parce que ce sera un phénomène structurant, quelle leçon tire-t-on pour être plus inclusif et pas simplement dans l'urgence, la réponse à l'urgence, mais dans voilà, notre capacité à
nous continuons à nous enrichir avec fluidité de nouveaux flux migratoires qui ne sont pas des flux hostiles à la société française, mais qui l'enrichiront. Et alors moi je me pose une question très concrète, c'est tous ces enfants qui arrivent et qui sont là, on ne sait pas pour combien de temps. Comment on fait pour qu'ils puissent avoir une vie d'enfant au maximum, c'est-à-dire pouvoir aller à l'école, avoir des activités, être avec d'autres enfants pour le coup français. Et moi je sais que quand j'étais petite, j'allais sur la côte là, dans le Pas-de-Calais l'été, et il y avait les enfants de Tchernobyl qu'on accueillit. Il y a une grande tradition ça dans le Nord, j'allais dire dans les Hauts-de-France, à l'époque c'était le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est un truc qui nous a tous marqués. Nous on faisait du trampoline avec eux, et puis on leur disait, et on nous expliquait, alors moi je suis végétarienne maintenant, il fallait qu'ils mangent des gros steaks parce que vraiment chez eux ils n'en avaient pas, et donc c'était genre tout le monde leur laissait la moitié de son repas et tout ça. Et aujourd'hui, voilà, dans le Nord-Pas-de-Calais, beaucoup se disent, bah moi je me rappelle ces Ukrainiens de Tchernobyl, on est encore en contact parfois avec eux qui ont grandi comme nous d'ailleurs. Et je me dis que c'est un truc qui est très formateur. Moi souvent quand j'entends en conseil municipal les gens du FN qui disent, ah oui mais vous aimez la misère quand elle est exotique, mais vous en foutez des mamies françaises, et quand vous dites, oui enfin il fuit la guerre, non mais nous si c'est la guerre on reste, on se bat, enfin vous entendez des trucs complètement absurdes, et vous dites, mais si 5 minutes on les met à Calais devant les gens, juste ils se parlent, je pense qu'ils se sentent bêtes pour tout ce qu'ils ont dit depuis 10 ans. Et je pense Comme Ménard. Et je pense que, tu vois, moi, mon fils, il a 3 ans, il est en maternelle, tu lui mets des petits Ukrainiens dans la classe, alors, à part que c'est pas la même langue, mais à 3 ans, il parle quand même une langue un peu... je pense que c'est la meilleure manière, en fait, de faire tomber les préjugés pour toute leur vie. Et pour ces enfants qui ont vécu... Les copains me racontaient à Strasbourg hier qu'il y avait ils avaient rencontré un petit de 6 ans qui arrive dans la maison d'accueil et qui disait c'est où l'endroit pour se cacher s'il y a des bombes, et qui était... traumatisés parce qu'il n'y avait pas de cave pour se cacher s'il y avait des bombes. Et donc c'est des enfants qu'il faut faire penser à autre chose, c'est quoi le plan en fait du coup? Est-ce qu'il faut les mettre à l'école? Ils vont être scolarisés. On a déjà des premiers retours qui montrent l'accueil dans les classes, et effectivement ils sont généralement très très bien accueillis. C'est aussi un défi pour les enseignants évidemment. Comment est-ce qu'on gère un enfant qui a connu une situation de guerre dans la classe? Mais oui, ils vont être scolarisés. Effectivement, surtout le sujet de la langue qui est pas forcément évident. Et ça va être une expérience effectivement assez transformatrice, et pour les enfants ukrainiens, et bien sûr pour les enfants français qui vont les accueillir en classe. Et toi, c'est un sujet que tu suis aussi Oui, bien sûr. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est de voir aujourd'hui que parmi les mentors, les bénévoles, ceux qui accompagnent l'arrivée de ces nouveaux réfugiés, nouveaux arrivants, il y a d'anciens réfugiés, ou afghans, syriens, soudanais qui participent, et avec des Français à la réponse à l'endroit de ces nouveaux arrivants. Donc moi je ne suis pas du tout pessimiste sur les capacités et la réussite de l'accueil et les moyens, si on s'en donne un peu les moyens en France. Il y a et la générosité, et les moyens, et les compétences, et l'expertise, tout est là. La question c'est est-ce qu'on aligne les planètes ou pas, et nous le verrons, et nous ne pourrons le juger que dans la durée. Aujourd'hui tout va bien en théorie, tout le monde est prédisposé à l'accueil. Il y a une envie d'aider, ça c'est vrai. Une envie d'aider, au point même que, je veux dire, que des leaders d'extrême droite sont obligés de rabattre sur leur discours agressif. Même le maire de Narbonne fait une collecte pour l'Ukraine, mais c'est surtout, à mon avis, pour les aider directement en Ukraine, pour qu'ils ne viennent pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, le vrai défi, il est quel type de changement opère-t-on à l'issue de ce conflit et de cette crise pour être beaucoup plus hospitalier à la réalité de ces mouvements migratoires, et être prêt à être plus inclusif que nous ne le sommes. Les gens continuent à débattre. On dirait un curé Benoît Hamon. C'est ton côté œcuménique comme ça, tu prêches la bonne parole. Je ne sais pas si on dirait un curé. Écoutez... en fait, tant que je ne récite pas une prière et que je ne vous demande pas de la réciter avec moi, tout va bien. Mais le sermon, on prend si tu veux. En fait, pour tout vous dire, je n'ai pas mes lunettes, donc j'essaye de lire des questions, mais quand elles font plus de 3 lignes, j'ai beaucoup de mal à les lire. Il y a Rémi Lab qui nous dit « Je me pose la question pour une réponse éventuelle des intervenants, mais puisqu'on y est, on va y répondre. Un élève est venu d'Afghanistan pour étudier la science politique. Il a environ 24 ans, diplômé de langue française, mais il est complètement perdu et il n'aura pas son année. Comment faire? Même lui connaît la langue, la culture française, il n'arrive pas à suivre les cours, il n'arrive pas à avoir son année. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour... Est-ce que c'est si... évident qu'on le dit, et comment on fait pour que l'intégration aille jusqu'au bout? Il suffit pas de donner les moyens d'aller à l'école. J'imagine que l'intégration c'est toujours à construire. Non, bien sûr.
Bah oui. Bah non, c'est pas évident. Bah, quand on a fait 2 voire 3 ans pour venu d'Afghanistan, ça me fait penser à l'histoire d'une personne que je connais justement qui a connu cela, qui a fait 1 an sur les plages au Sri Lanka, a connu toutes les affres justement de la, de la pauvreté, de la misère et de la peur pendant ces moments-là. Quand on arrive en France, même si on est dans un environnement qui peut être très bienveillant et très protecteur, les traumatismes psychologiques sont considérables. Et on passe pas, quels que soient les diplômes, la bonne volonté, du jour au lendemain, il est difficile de régler tous ces problèmes-là, tout à la fois, même en étant accompagné. Donc, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut être, là encore je le redis, il faut que cet accompagnement soit sérieux, qu'il soit sur le plan de la santé, sur le plan de l'accompagnement social, de la langue. Il faut davantage de professeurs qui s'intéressent aux français langue étrangère et qui sachent apprendre correctement le français, et quel français utile, c'est-à-dire celui dont j'ai besoin, si je ne sais pas le parler, que j'ai besoin de me déplacer, que j'ai besoin d'acheter des choses, j'ai besoin d'aller chez le médecin, faire comprendre que j'ai mal, et comment le faire comprendre, tout ça est indispensable. Et oui, il y aura plein de cas particuliers de gens qui vont connaître des hauts et des bas. Mais bon, comme nous connaissons tous des hauts et des bas, sauf qu'ils sont, eux, parfois, ces hauts et ces bas, amplifiés par ce qu'a été l'épreuve et de la guerre ou de l'oppression qui justifie l'exil, auquel il faut rajouter l'épreuve de l'exil lui-même, c'est-à-dire de la migration, et auquel il faut rajouter la très mauvaise surprise de découvrir qu'on n'est pas le bienvenu dans beaucoup des pays qu'on imaginait être le point d'arrivée et le point de soulagement au terme d'une tragédie personnelle ou familiale. Et surtout, il y a un choc culturel. Je ne connais pas précisément les cursus de sciences politiques en Afghanistan, mais ça m'étonnerait qu'ils voient les institutions de la Ve République en Afghanistan. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir aussi, pour aider cet étudiant, lui dire que rater une année scolaire, ça arrive à plein d'étudiants français, et que c'est pas pour ça qu'on a raté sa vie, et que quelque part, ce qui va peut-être percevoir comme un terrible échec personnel, c'est un enjeu financier, il y a un enjeu financier aussi, bien sûr. Alors, on a à peu près encore 10 minutes, c'est ça, d'émission. Un peu moins pour moi. En fait, on a forcément dans les gens qui nous suivent beaucoup de gens qui sont en ce moment en train de faire campagne pour la présidentielle, qui sont amenés à débattre, faire du porte-à-porte. Et je pense que c'est un sujet sur lequel on peut être amené sur un marché en porte-à-porte, être un peu pris au couteau. Est-ce que je peux vous faire le petit défi de on les aide, genre François Gémen, tu ouvres la porte et la personne te dit le grand remplacement. Qu'est-ce que tu lui dis en 1 minute avant qu'il te claque la porte à la figure? Peut-être ne le fera-t-il pas grâce à ta réponse. C'est quoi la bonne explication? C'est pas, comme la plupart des théories complotistes, c'est pas si évident à déconstruire en 1 minute, et notamment parce que ça demande de mobiliser des chiffres, etc. Ce que je lui dirais, c'est que globalement, c'est pas évident à entendre, c'est que quelque part, c'est dans la nature des sociétés humaines de toujours se mélanger et de ne pas rester figé, et que donc ce remplacement qu'ils appellent, il va forcément arriver à un moment donné. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un remplacement qui va s'étaler sur plusieurs siècles, renouvellement ou mélange, etc., qui va s'étaler sur plusieurs siècles, et qui n'est pas organisé par une sorte d'élite mondialiste qui aura un intérêt à ce remplacement. Et donc je crois que c'est ça vraiment qui est important à comprendre, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à faire une équivalence entre ce truc de grand remplacement et l'immigration tout court. Et forcément, par rapport à une population homogène, si vous y introduisez 1 ou 2 éléments étrangers, ben les gens vont commencer à se mélanger, et quelque part, il va se produire ce brassage de population. Mais j'ai envie de dire que le pire qui pourrait arriver à une population serait de rester absolument figé, et que toutes les populations du monde ont toujours évolué et se sont toujours mélangées. Donc François Gémen est disponible pour aller faire du porte-à-porte partout chez vous, avec vous. Vous repérez les maisons où on vous répond mal et il vient avec vous. Benoît, même exercice, tu es en porte-à-porte et la personne te dit que le problème c'est que tu en accueilles un et après ça fait appel d'air. Que lui réponds-tu pour le convaincre? D'abord, c'est une vue totale de l'esprit. Il n'y a aucun pays dans lequel on sait faire une correspondance entre, par exemple, le niveau de prestation sociale, le degré de générosité d'une société à l'égard des nationaux comme des non-nationaux, et ce que seraient les vagues d'immigration ou d'émigration vers ce pays-là. Mais cela étant dit, moi je pense, comme François, que la peur, c'est pas méprisable. Moi, je méprise pas celui qui me dit « j'ai la trouille ».
La question, c'est savoir est-ce qu'il a placé la trouille au bon endroit. Est-ce que, au fond, le fait qu'il y ait moins de personnes étrangères supposément qui rentrent chez lui va lui régler son problème. C'est-à-dire le fait qu'il a un horizon à court terme, que dans les faits, ses conditions de vie, son pouvoir d'achat, son logement, rien de cela ne lui plaît, qu'il a le sentiment que ces mômes sont promis finalement à la reproduction sociale, c'est-à-dire avoir une vie pas meilleure, peut-être même moins bonne que lui, et que tout ce qu'il y a autour de lui, sur la question du climat, sur la question de l'incertitude internationale, sur la question du prix de l'énergie, tout ça le met en insécurité. Qu'est-ce que cela règle ? Et au fond, moi, j'ai toujours le même discours. C'est pas parce qu'on se met tous d'accord sur le fait de vouloir faire mal à quelqu'un qu'on ira mieux. Et c'est ça qu'il faut réussir à renverser. Moi, j'ai raconté qu'en 2017, je le dis, je termine par ça, mais j'avais été très frappé par cette femme qui m'avait dit, en 2016, un peu avant que je sois candidat à l'élection présidentielle en 2017, et je lui avais posé la question, elle était de conditions modestes, elle était au RSA quand je l'avais rencontrée, elle avait été auparavant auxiliaire, en tout cas assistante... à domicile ? Non, dans un EHPAD, elle travaillait aide-soignante dans un EHPAD. Et je lui avais posé la question, mais vous, si vous étiez président de la République, qu'est-ce que vous feriez en premier ? Et elle m'avait regardé, elle m'avait dit, baissez votre salaire. J'ai dit, à moi ? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, mais ça ne changera rien pour vous. Elle a dit, oui, mais ça vous fera mal. Et au fond, nous sommes dans un moment où on pourrait se satisfaire que les autres aillent moins bien en espérant aller mieux, parce que finalement tout le monde partagerait un peu de votre difficulté. C'est ça qu'il faut qu'on renverse. C'est que cette théorie de l'appel d'air, cette théorie de l'immigration bouc émissaire, cette théorie des pauvres classes dangereuses, etc., ce sont des manières finalement de nous détourner de l'origine de nos maux. C'est-à-dire de ce qui nous pose problème, nous étreint, nous serre le ventre, et on ne sortira qu'à condition de mettre en discussion des propositions qui, sur la question économique, sur la question sociale, sur la question de l'inclusion, donnent à voir, non pas que des rêves, mais des solutions, qui sont des solutions, on aurait pu parler d'utopie réaliste, d'utopie concrète, mais des solutions qui vous arrachent à ce qui apparaît être la fatalité d'un destin brisé, en quelque sorte. Donc, appel d'air ou toutes ces questions-là, moi je préconise de renverser le cadre conceptuel. Alors ça prend en porte-à-porte, ça peut prendre un peu de temps, mais au bout du compte, avec quelques arguments, pour en avoir fait dans le passé pas mal du porte-à-porte, il y en a qui vous claquent la porte au nez. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie de parler. Qui finissent par vous inviter à prendre le café. C'est aussi des concepts qui révèlent chez les gens une grande insécurité par rapport au groupe social, par rapport auquel ils se définissent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir entendre. Et tous les gens qui vont parler de grand remplacement ou d'appel d'air ne sont pas des fachos. C'est aussi des gens qui sont inquiets. Oui, il ne faut pas mépriser cette peur-là. C'est comment on répond, comment on accueille cette angoisse. Oui, il y a des personnes âgées ou qui ont vraiment la trouille. Et qu'il faut parfois, à qui il faut régler le problème, qui est le problème de logement ici, ou pour les sortir de cela. On a aussi une responsabilité sociale vis-à-vis de ces Français, citoyens, d'ailleurs étrangers français, qui ont peur, et qui ont peur pas que de ça, mais qui ont un peu peur de tout, et qui se sentent encerclés. Donc voilà. Mais et c'est à la fois faire s'engager solide sur ces fondamentaux et en même temps trouver des solutions extrêmement concrètes qui permettent de régler des questions qui peuvent parfois d'inquiétude ou d'angoisse d'un certain nombre de nos compatriotes. Bon écoutez, merci beaucoup, c'est la fin de notre émission, parce qu'il y a des salariés de campagne ici qui doivent rentrer chez eux et faire autre chose demain. Il reste quelques jours encore. Ils ne dorment pas dans le studio Twitch. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de vos questions, de votre participation. Je vous rappelle que François Gemène a écrit ce livre « On a tous un ami noir » qui vous permettra de prolonger les échanges. Je vous rappelle que Benoît Hamon est toujours, à la fin de cette émission, directeur général de Singa Global et que vous pouvez aller sur leur site voir aussi comment aider, comment les rejoindre si ça vous a parlé. Moi, je ressors de cette émission avec quand même beaucoup d'espoir parce que c'est un sujet, dans la manière dont on a un débat entre écolos, qui, je trouve, donne la pêche sur la foi en l'humanité, sur le fait que quand même il se passe un truc chez les gens quand ils voient des choses à la télé et qu'ils ont envie d'ouvrir. Ce que tu disais sur le pourcentage de Français qui, au fond, sont plutôt favorables à ce qu'on aide les gens qui fuient leur pays est quand même rassurant par rapport à certains sondages électoraux politiques et qu'on a
plutôt tendance à vouloir voir le bon côté de l'humain chez chacun d'entre nous et que cette émission avec vous fait du bien de ce point de vue-là et de ce que j'ai lu dans le chat également. J'ai entendu quelqu'un qui disait que ça lui permettait de se nettoyer les oreilles de tout ce qu'il avait entendu dans les précédents débats télé. Donc on en refera, on continuera. C'est ça. Mais surtout, on a remarqué que vous étiez super bon en porte-à-porte et donc vous nous feriez bientôt un petit Twitch spécial porte-à-porte. Tutoriel porte-à-porte. Je vous ferai les pires questions qu'on peut entendre, on les listera et vous y répondrez. Trêve de plaisanterie, on vous souhaite une bonne soirée, on vous souhaite une bonne semaine, on vous souhaite une bonne campagne jusqu'à la présidentielle et puis on reste disponible pour les prochaines émissions. Vous nous connaissez maintenant sur cette chaîne Twitch, on vous réserve toujours des surprises avec des super intervenants quand même, il faut le dire. Surtout François Gemène. Et ça ne fait que commencer car on a encore beaucoup d'émissions prévues pour vous. Et merci Romain qui nous a accompagnés ce soir avec beaucoup de talent technique, il faut le reconnaître. Au revoir. Et merci Marine. Merci Marine pour l'animation.